Le Bardarbunga est un vaste volcan en grande partie recouvert par un gigantesque glacier, le Vatnajökull. Ce dernier camoufle la caldeira sommitale d'une dizaine de kilomètres de diamètre et a tendance à perturber les éruptions en augmentant leur explosivité. Pour la période historique, 23 éruptions sont répertoriées. La plupart ont un caractère explosif du fait de l'interaction de la glace avec des laves pourtant fluides. C'est dans cette plaine alluviale glaciaire, la plaine d'Oluron, que va se dérouler cette éruption. En 6 mois, ce sont près d'1,5 km3 de lave qui vont s'y épancher. Un cube d'1,5 km de côté. Un cas d'école donc, commençons par la phénoménologie pré-éruptive. La crise sismique commence le 16 août à l'aplomb de la caldeira du volcan. Cette sismicité migre vers l'est et s'arrange selon une disposition sud-ouest-nord-est à partir du 18. Elle témoigne d'une intrusion magmatique qui se met en place. Cette dernière migre vers le nord-est à la vitesse d'1 km par jour, mais elle stagne entre les 20 et 22 août. Les 1000 séismes journaliers dessinent alors une intrusion de 25 km de long. Le 23 août, l'intrusion réussit à contourner l'obstacle et reprend sa folle migration, mais cette fois vers le nord. Au sud-est du sommet, alignés sur 6 km, 4 chaudrons d'une quinzaine de mètres de profondeur se créent à un endroit où l'épaisseur du glacier atteint 600 mètres. Ils sont les témoins d'une éruption sous-glaciaire mineure. Le 24, la sismicité sort des limites du glacier et remonte ainsi plein nord jusqu'au 27 août. L'intrusion mesure alors 40 km. Le 28 août, une sismicité démarre aussi sous l'Askia, un volcan à une dizaine de kilomètres plus au nord. L'intrusion va-t-elle déstabiliser le réservoir magmatique de ce volcan? Parallèlement, un réseau de fractures se développe dans la plaine d'Oluron entre les deux volcans. Le 29, une fissure éruptive de 1797 est réactivée par le magma. Les fontaines de lave se développent tout au long de cette fissure d'1 km de long, mais cette activité dure seulement quelques heures. Après une pause de 30, l'activité reprend au même endroit, le 31 août donc, pour ne s'arrêter que 6 mois plus tard. La sismicité demeure au niveau de l'intrusion et s'intensifie sous la caldeira avec des fortes magnitudes. Le 1er septembre, un nouveau chaudron se forme à 6 km du bord du glacier. Le 3 septembre, une dépression type Graben se forme à cheval sous le glacier. Elle mesure 2 à 3 km de long pour 500 à 1000 mètres de large. Le surlendemain, 2 petites fissures éruptives en échelon s'ouvrent à cet endroit. L'activité volcanique, modeste, demeurera jusqu'au 6 septembre. Le chaudron du 1er septembre, lui, s'agrandit. L'éruption sous-glaciaire doit continuer à cet endroit, tandis qu'un second chaudron se constitue à 10 km du front du glacier. Un troisième apparaîtra même le 9 septembre. La sismicité au niveau du dike diminuera progressivement pendant les mois qui vont suivre. Celle du Bardarbunga continuera jusqu'en février 2015 et sera associée à un affaissement caldérique qui atteindra plus de 60 mètres en fin d'éruption. Un cas d'école donc, continuons avec l'évolution de l'activité au niveau de la fissure. Le 31 août, une fissure éruptive s'ouvre sur 1500 mètres de long. On y décrit une activité fissurale classique, c'est-à-dire une succession de fontaines de lave de 60 mètres de haut. Le lendemain et le surlendemain, les secteurs sud et centre s'éteignent tour à tour. Seul le secteur nord reste actif. 3 évents s'individualisent. Le 4 septembre, les fontaines sont plus vigoureuses et dépassent les 100 mètres de haut. Le gaz optimise sa sortie. Cette activité explosive construit un rempart qui atteint 70 mètres de haut le 13 septembre. Cette activité explosive décline progressivement jusqu'au 5 octobre, laissant place à un impressionnant lac de lave longiligne et bouillonnant. Quelques fontaines demeurent tout de même parfois jusqu'au 13 octobre. Ce déclin progressif est proportionnel à la diminution de la quantité de gaz du magma.
Au cours du mois qui va suivre, le brassage du lac va lui aussi progressivement diminuer, jusqu'à la mi-novembre donc. À partir de cette date, l'éruption devient pulsante. Toutes les 10 à 15 minutes, un train de bulles fait déborder le lac, augmentant alors temporairement le débit effusif. Tout au long du mois de décembre, le brassage du lac diminue encore. Il est clair que le gaz, habituel moteur de l'éruption, est largement suppléé par un autre phénomène. L'affaissement de la caldeira agit comme un piston sur le réservoir à son aplomb, chassant le magma dans l'intrusion. Le 28 janvier, le niveau du lac n'en finit plus de diminuer. L'éruption s'essouffle car l'affaissement caldérique n'est plus actif. Le 12 février, une croûte commence à se constituer en surface du lac, si bien que le 21, toute la partie sud est encroûtée. La seule zone encore brassée par les gaz devient une flaque de lave le 23 février. Un petit cône se construit tout de même à son pourtour. Le 26, on ne constate plus d'incandescence. L'éruption est terminée. Un cas d'école donc. Terminons avec l'évolution de l'étendue du champ de lave. De 1000 m3 par seconde aux prémices de l'éruption, le débit se stabilise rapidement autour de 150 m3 par seconde et va alimenter une première coulée qui atteint la rivière Yokulsa le 8 septembre. Elle s'immobilisera le 13 après 16 km de parcours et constituera alors une masse inerte que la lave devra contourner. Un débordement a alors lieu vers le sud et suit la pente jusqu'au 22. Tout comme la première, cette seconde coulée va refroidir et permettre de nouveaux débordements à cette date. Au nord, un débordement coupe la piste le 30 et le lendemain, une troisième coulée atteint la rivière par le sud. Cette dernière vient s'accoler à la première coulée et stagne le 5 octobre. Plusieurs débordements vont ensuite étendre le champ de lave vers le sud. À la fin du mois d'octobre, ce dernier s'étend sur 60 km². La moitié de la superficie parisienne est recouverte de 8 mètres d'épaisseur de lave. Cette effusion est caractérisée par une grande stabilité du débit qui recouvre en moyenne un terrain de football toutes les 7 minutes. Au cours du mois de novembre, il va alimenter des débordements plus modestes dans le secteur sud, et ce jusqu'à la mi-décembre. La neige fait son apparition et éclaircit ce paysage basaltique. Début décembre, c'est le secteur nord qui prend le relais et qui accueille les débordements. Le 11 décembre, le kipuka formé entre les deux premières coulées de septembre disparaît sous les laves. Jusqu'à la fin du mois de janvier, ces débordements engloutiront chaque jour un peu plus l'ancienne piste. Mis à part quelques pointements effusifs à l'extrémité est jusqu'à la fin du mois de janvier, le champ de lave a atteint sa forme définitive. La superficie est de 85 km² environ, 80% de la superficie parisienne. Le volume frôle les 1,5 km3. Cette formidable effusion de 6 mois laisse une trace indélébile dans cet hiver islandais.